Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec le bulletin météo. Une nuit relativement calme est prévue sur le pays avec quelques passages nuageux sur le sud des régions du fleuve. Le bulletin météo dans une présentation de Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et heureux de vous retrouver pour cette page météo du jour. La première semaine du mois d'août 2015 a été marquée par le passage des systèmes pluvieux orageux qui ont occasionné des précipitations faibles à localement modérées sur presque tout le pays. Ainsi, sur les 48 heures précédentes, il a été enregistré en termes de cumul pluviométrique 25 mm à Difa et également à Magaria, 16 mm à Ménosoroa, 20 à Maradi, 9 à Konni, 8 à Gaïa et 24 mm à Agadez. Cet après-midi, il a été observé à travers l'imagerie satellitaire de 18h heure locale, un ciel pratiquement dégagé sur le pays, sauf sur l'Ader, l'Aïr et le Kawar, où il est observé quelques foyers orageux. En dehors de nos frontières, ce sont des zones pluvieuses orageuses qui sont observées sur le nord Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir, en cours de nuit, une nuit pratiquement relativement calme sur le pays, avec quelques passages nuageux sur le sud des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses qui sont attendues sur le Manga et l'Aïr et une bonne couverture nuageuse sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à la prochaine. Le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a reçu cet après-midi en audience le nouvel archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lompo, installé dans ses fonctions en juin dernier. Il était accompagné de Monseigneur Michel Kartategui. Voici sa déclaration à sa sortie d'audience. Nous sommes venus remercier le président de la République pour avoir participé activement à notre installation le 14 juin dernier. Le gouvernement a été représenté et nous étions très marqués par la présence des membres du gouvernement à cette installation comme nouvel archevêque de Niamey. Nous sommes venus lui dire merci et aussi lui dire merci pour la collaboration qu'il y a entre les chrétiens et les musulmans au Niger. Monseigneur Michel qui est là, que je remplace, nous sommes venus dire merci pour la collaboration qu'il y a eu durant son épiscopat, 15 ans d'épiscopat au Niger. Il a eu de bonnes relations avec le président de la République, il a eu de bonnes relations avec la communauté musulmane et il est venu dire merci pour tout cela et en disant aussi au président de la République que j'ai été nommé archevêque de Niamey et que nous allons continuer la même collaboration, continuer à servir le peuple nigérien. Et en tant que Nigérien, c'est aussi une marque pour tout le pays. Et cela, nous sommes venus dire cela au président de la République et nous allons continuer ce que Monseigneur Michel a commencé et continuer pour que l'Église du Niger s'enracine davantage dans ce pays. Nous avons dit que nous sommes dans un pays laïque et les minorités sont respectées et le président a pris la ferme résolution en nous disant qu'il fera tout pour que ce soit les chrétiens comme les musulmans, nous puissions collaborer dans le respect et que chacun s'exprime dans sa religion pour manifester cette unité au sein du pays. Et maintenant, voyons l'actualité dans nos régions. Le président de la Commission nationale des droits humains poursuit sa mission de travail dans la région de Difa. Khaled Ikri était le week-end dernier à Ningimi et Kabalewa, dans le département de Ningimi, où il a présidé des rencontres avec les déplacés internes et les réfugiés nigérians, Amadou Hassan et Harouna Sanda. Dans cette mission, le président de la Commission nationale des droits humains, Khaled Ikri, est accompagné par les membres de sa délégation et le point focal de la dite institution au niveau régional. Après les réfugiés du camp de Saint-Forage dans le département de Difa, c'est au tour de 3656 déplacés internes du site de Kimegana et 2521 réfugiés du camp de Kabla, tous en provenance des îles du lac Tchad, de la partie nigérienne, de recevoir la visite de cette délégation de la Commission nationale des droits humains conduite par son président, le professeur Khaled Ikri.
Par ailleurs, le professeur Khalid Ikri a invité les réfugiés au respect des lois et règlements de la République et à une parfaite cohabitation avec les populations autochtones. En outre, au vu de la situation sécuritaire actuelle, il a invité ces déplacés et réfugiés à plus de vigilance et de dénoncer tout cas suspect aux autorités compétentes. Au terme de ces réunions, le président de la Commission nationale des droits humains a invité les uns et les autres à implorer Dieu pour que la paix et la quiétude sociale règnent au Niger en particulier et dans la sous-région en général et que Dieu nous gratifie d'un hivernage fécond. Notons que dans ces localités visitées, les autorités administratives, communales et coutumières ont saisi cette opportunité pour saluer ces déplacements. Quant à ces réfugiés et déplacés, ils ont par la voix de leurs représentants renouvelé toute leur reconnaissance aux autorités de la 7e République qui n'ont ménagé aucun effort pour leur venir en aide face à la crise qu'ils traversent. Aussi à l'endroit de tous les partenaires humanitaires pour leur appui sans cesse. La troisième vice-présidente du Conseil économique et social, CESOC, Mme Ngade Nana Hadiza Kaka, a présidé ce matin à Zender les travaux de l'atelier d'échange et d'information des intervenants sur les questions du développement social et culturel de la région à travers le CESOC. Les précisions avec Hawa Ouali et Lawali Babale. Cet atelier d'échange et d'information des intervenants sur les questions de développement économique, social et culturel de la région des Zender à travers le CESOC a regroupé les autorités administratives, coutumières, élus locaux, les cadres régionaux, les responsables des forces de défense et de sécurité et les acteurs de la société civile. Ainsi, il permettra sans nul doute une meilleure implication et responsabilisation de tous les acteurs dans la prise en compte des vraies préoccupations et développement pour la priorité et la formulation des avis et recommandations à l'intention de plus hautes autorités. Dans le discours d'ouverture de l'atelier qu'elle a prononcé, la vice-présidente du CESOC, Mme Ngade Nana Hadiza Kaka, a d'abord transmis aux participants les salutations de M. Moussa Moumani Jarmakoy, président du Conseil économique, social et culturel du Niger, CESOC. Elle a par la suite souligné plusieurs maux dont souffre la région, à savoir les problèmes d'eau, l'exode des femmes, le chômage, l'insécurité alimentaire récurrente. C'est là un véritable défi de développement à relever par la région avec le soutien des autorités de la 7e République. Son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a dit ici même à Zender, le 17 juin 2015, nous ferons de Zender la deuxième ville du Niger digne de ce nom. Juste après l'intervention de la vice-présidente, ce fut au tour du président de la Commission des affaires économiques et financières du CESOC, Elhadji Ahmed Mohamed, de présenter le CESOC à travers une projection. C'est ainsi qu'il a parlé du cadre juridique du CESOC, les missions et pouvoirs du CESOC, sa composition, son organisation, ses fonctionnements, entre autres. En outre, M. Ahmed a informé l'assistance sur le résultat enregistré par le CESOC dans le cadre de ses missions. Il s'agit notamment de la proposition de la tenue de la fête tournante du 18 décembre, la création de la baguerie, la gratuité de la campagne de vaccination des animaux. Des questions pertinentes ont été posées par les participants, auxquelles des réponses appropriées ont été données par les autorités régionales et les membres de la mission. C'est par une visite au centre de la mère et de l'enfant d'Agadez que le deuxième vice-président du Conseil économique et social, Akoli Dawel, a bouclé sa mission de travail dans la région d'Agadez. Retrouvons Mohamed Madou et Nasrouna Kakale. Cette tournée des membres du Conseil économique, social et culturel à région procède de la volonté de son président, M. Moussa Mouni Jarmakoy, de faire connaître aux Nigériens le CESOC, ses objectifs, sa mission et ses relations avec les autres institutions de la République. Il s'agit en clair de renforcer les liens de travail entre les conseils du CESOC et les autorités régionales, sous-régionales et locales, ainsi que les différentes couches socio-professionnelles. L'étape d'Agadez a été ainsi dominée par une rencontre d'information suivie d'une visite de terrain. Le premier vice-président du CESOC, Elhadji Akoli Dawel, qui conduit la mission, s'est rendu en compagnie du secrétaire général de la région, M. Adamou Halidou, au tout nouveau centre de santé de la mère et de l'enfant pour s'informer du fonctionnement de cet imposant complexe sanitaire de la région. Au terme de son séjour, Elhadji Akoli Dawel dresse un bilan plutôt satisfaisant. Nous sommes venus ici pour recueillir les avis des communautés régionales. Nous sommes venus ici pour
faire en sorte que le CESOC soit bien connu, mieux, disons, vulgarisé, et qu'il y ait une transparence dans les rouages de fonctionnement du CESOC. Et nous avons trouvé à la fois des techniciens et un cadre qui nous a accueillis, qui sont tous favorables, tous les deux, les techniciens comme les participants comme les cadres, favorables à un bon résultat. Et je peux vous confirmer qu'on a abouti à un bon résultat au cours de notre réunion. En ce qui concerne ma visite ici, comme elle est inscrite dans mon cahier de charges en venant ici à Agadez, je suis très heureux d'être dans ce complexe mère-enfant et j'ai découvert vraiment des réalisations tout à fait à la hauteur des besoins de la population d'Agadez. Je découvre également que malheureusement il y a quelques insuffisances en termes d'appui en compétences humaines et peut-être en infrastructure. J'ai pris l'engagement de rendre compte au président du CESOC et de demander son intercession auprès du gouvernement et des ministères qui sont compétents dans le domaine, tout comme moi-même, je rencontrerai certains responsables de haut niveau du domaine de la santé et du gouvernement pour plaider en faveur du centre mère et enfant. Je suis émerveillé de tout ce que j'ai vu et je souhaite à tous ces personnels, vraiment je les remercie et je prends l'engagement en tout cas de les appuyer autant que je pourrai. Les travaux préparatifs de la reconstruction du marché d'eau de Zender dans le cadre de la modernisation de la capitale régionale mise en œuvre à travers le programme de la Renaissance se poursuivent activement avec notamment cette réunion des commerçants du Damagaram qui ont salué unanimement l'initiative. Rappelons que ces travaux de reconstruction du marché central de Zender, communément appelé Dolé, pour un coût de plus de 13 milliards de francs CFA, entreprise hautement salutaire qui vient du coup donner à Zender sa place de première capitale et deuxième ville du Niger, entre dans la droite ligne des préoccupations et priorités du président Issoufou Mahamadou qui entend faire des capitales régionales les vitrines de leurs entités respectives. Aussi, et en ce qui concerne cette action inédite, à Zender, la quasi-totalité de la population qui d'ailleurs en est la première concernée, s'en est réjouie et accueille avec un satisfait général cette reconstruction de ce marché célèbre, mais très désorganisé, insalubre, sans aucune mesure de sécurité, en proie à toutes sortes de problèmes, guettant quotidiennement ceux qui le fréquentent. Les commerçants, sur l'initiative de leurs différentes associations, se sont réunis ce dimanche en assemblée générale où, de long en large, la question a été largement débattue. Les participants dans leur totalité, et tout en réitérant leur profonde gratitude au président de la République pour cette marque d'intérêt à leur endroit, son souci permanent quant à voir le secteur du commerce atteindre sa vitesse de croisière et exprimer leur entière satisfaction, ont pris le ferme engagement d'accompagner cette noble action du chef de l'État. Ils ont à cet effet pris l'engagement également de s'investir en amont comme pendant le reste de cette entreprise, à s'y investir pleinement en se donnant le mieux qu'ils le peuvent afin que les travaux s'exécutent normalement et qu'au sortir de ces derniers, que chacun s'enorgueillisse de la touche personnelle qu'il aura imprimée à l'œuvre commune. Du reste, à ceux qui privilégient l'intérêt particulier au détriment de celui général, les participants à cette réunion n'ont pas manqué de leur indiquer l'importance et toute l'importance que revêt cette entreprise en somme salvatrice. Le comité des experts du Conseil de l'Entente tient depuis cet après-midi à Niamey sa 8e réunion ordinaire avec à l'ordre du jour plusieurs points dont l'examen des rapports d'activité du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, ceux des organes de contrôle et le compte de gestion de l'agent comptable du Conseil de l'Entente. L'ouverture officielle des travaux a été présidée par le directeur de cabinet de la ministre chargée des Affaires étrangères, Moussa Hassan et Gérard Ablaziz. Cette 8e réunion du comité des experts qui durera 3 jours se tient en prélude à la 7e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente prévue pour le 14 août 2015 à Niamey. Elle regroupe des experts des ministères des Affaires étrangères et des Finances des 5 États membres du Conseil de l'Entente, à savoir
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Les travaux porteront sur plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de l'étude diagnostique sur la gouvernance politique et sécuritaire des États du Conseil de l'Entente. Il s'agit du projet de décision instituant la réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité des frontières du Conseil de l'Entente. Il s'agit également du projet de programme immobilier du Conseil de l'Entente dans le cadre de la recherche de sources alternatives de financement. Il s'agit enfin des dossiers relatifs à la réforme du CERFER. Il est attendu de vos 3 jours de travaux, des analyses et des recommandations pertinentes à soumettre à l'appréciation de la 7e session du Conseil des ministres du 14 août 2015. Je vous invite donc à avoir des discussions franches et approfondies sur toutes ces questions afin que les conclusions de vos assises soient un pas important dans la vie de la pionnière des organisations d'intégration sous-régionale. Le Conseil de l'Entente est la toute première organisation d'intégration et de coopération sous-régionale créée le 29 mai 1959, soit à la veille de l'accession à l'indépendance des pays qui la composent. C'est une organisation communautaire de proximité et de solidarité qui a pour objectif de contribuer au renforcement des relations entre États membres, promouvoir dans l'espace et dans la sous-région ouest-africaine une intégration politique et culturelle et de servir de cadre de concertation permanente entre les États membres sur des questions d'intérêt commun, sécurité, paix, développement économique. Ouverture ce matin d'un atelier de sensibilisation des parlementaires pour une meilleure gouvernance en sciences, technologies et innovation. Atelier organisé par l'Assemblée nationale à travers le réseau parlementaire pour la promotion du sport, de la jeunesse et de la culture, le ministère de l'enseignement, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, appuyé par l'UNESCO. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur qui a présidé cette cérémonie. Jocelyne Amoussou. On ne peut parler de progrès et développement économique sans impliquer la science, la technologie et l'innovation. Le gouvernement étant en passe d'adopter le document de politique nationale en matière de science, technologie et innovation, met ainsi à contribution par cette assise les élus du peuple dont le rôle est décisif en matière de mise en œuvre des politiques nationales. Le réseau que nous avons l'honneur de conduire est heureux de parrainer cette activité et pour cause. Le lien entre la science et la culture est évident. Aujourd'hui, la science désigne à la fois une démarche intellectuelle reposant idéalement sur un refus des dogmes et un examen raisonné et méthodique du monde et de ses nécessités visant à produire des connaissances résistant aux critiques rationnelles et l'ensemble organisé de ces connaissances. Pour ce qui est de la technologie, Guy Dienielou, fondateur de l'Université de technologie de Compiègne, propose de définir la technologie comme le nom que prend la science quand elle a pour objet les produits et les procédés de l'industrie humaine. Un projet de l'UNESCO pour le renforcement des capacités de l'Afrique en politique des sciences, des technologies et innovations qui, selon le directeur général de la recherche et de l'innovation, ne saurait être effectif au Niger sans le concours des députés. Pour le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il s'agit donc de renforcer les capacités des décideurs politiques qui commencent par le législatif. L'atelier a aussi pour but d'établir une plateforme de coopération et de mutualisation des informations et des connaissances en sciences, technologies et innovations pour permettre aux parlementaires de mieux approcher la question en vue de définir les modalités pour un dialogue prospère et pérenne entre les scientifiques et la société à travers les parlementaires, les journalistes, le patronat et la société civile. L'atelier est éclairé par d'éminents spécialistes sur les questions de politique en STI. Ils auront à développer les thématiques suivantes: les concepts généraux en STI, les instruments de politique disponibles en STI, et notamment
la plateforme GoSpin qui vous sera exposée, la méthodologie de mesure d'implantation et de mesure de progrès en STI. 2 jours d'assises au cours desquels les députés seront édifiés sur l'impact des sciences, technologies et innovations dans le développement économique, le rôle qu'ils auront à jouer pour la prise en compte de cette thématique dans les programmes de développement au Niger et surtout les initiatives attendues des élus du peuple pour la mise en œuvre d'instruments politiques et techniques adaptés aux sciences, technologies et innovations. Un réseau parlementaire en sciences et technologies sera d'ailleurs créé à l'issue de cette assise pour plus d'efficacité. Toujours dans le domaine de la science, le cours national de paludologie édition 2015 se tient depuis ce matin à Niamey, un cours organisé par le CERMES en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme et l'appui des partenaires au développement. Guy Mathieu Théa à côté Waglassa. L'édition 2015 du cours de paludologie s'adresse aux médecins, pharmaciens, biologistes, jeunes chercheurs, doctorants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. La formation vise à renforcer les compétences des agents de santé pour la mise à l'échelle des interventions de lutte contre le paludisme. En 2014, 3 924 406 cas de paludisme ont été notifiés par les formations sanitaires avec 2309 décès. Durant 2 semaines, vous serez appelés à actualiser vos connaissances sur le paludisme, connaître les nouvelles stratégies de lutte contre le paludisme, rédiger un plan stratégique de lutte contre le paludisme. Les connaissances ainsi acquises vous permettront de mener des projets de recherche opérationnelle et de renforcer les actions du programme national de lutte contre le paludisme pour la mise à l'échelle des actions de lutte contre le paludisme au Niger. Le formateur du CMS situe le contenu de la formation. C'est un cours qui comprend des TD. Autrement dit, ce sont des questions qui sont données aux apprenants afin qu'ils documentent la question et qu'ils restituent la réponse à la question sous forme de PowerPoint. Il y a des TP, ce sont des travaux pratiques. Il y a des conférences qui sont animées par des chercheurs seniors qui viennent de la sous-région. Et enfin, il y a la rédaction d'un plan stratégique de lutte contre le paludisme en fonction de la situation épidémiologique du paludisme d'où provient l'apprenant. En ce qui concerne les modules, il y a 8 modules. Il y a un premier module qui relate un peu l'historique de la lutte contre le paludisme. Le deuxième module a un trait avec la biologie du parasite. Le troisième module a un trait avec l'écologie du vecteur. Le quatrième module a un trait avec le diagnostic et la prise en charge. Le module suivant, il a un trait avec la stratégie de prévention. Il y a un autre module qui a trait à tout ce qui concerne l'immunologie, la génétique et la cytologie du plasmodium falciparum responsable de cette pathologie. Enfin, le cours de paludologie est organisé par le Centre de recherche médicale et sanitaire, CMS, en collaboration avec le Programme national de lutte contre